Bonjour, plutôt bonsoir. Bienvenue sur ce live, sur notre rendez-vous live du mois d'octobre que nous allons passer aujourd'hui en compagnie d'Aline Mercant. Elle est l'autrice du livre que je vous montre ici, qui s'appelle « Le manuel de phytothérapie éco-responsable, se soigner sans piller la planète », qui vient de paraître à nos éditions. Bonsoir Aline. Eh bien, bonsoir à tous et merci d'être là. Je vous présente en quelques mots d'abord pour commencer. Oui. Alors, vous êtes médecin. Vous avez commencé par une approche symptomatique et vraiment très médicamenteuse de la médecine dite conventionnelle, qui vous a un petit peu dépité, si j'ai bien compris. Et du coup, vous êtes tourné vers la phytothérapie, vers l'anthropologie médicale et vers l'ethnobotanique. Vous faites, donc vous êtes toujours médecin, vous menez aussi des recherches et vous avez une activité d'enseignante. Et cette approche, donc, qui fait appel à la phytothérapie, à l'ethnobotanique, vous a permis de considérer la santé d'une façon plus holistique, si c'est le bon mot, en prenant en compte notamment la dimension environnementale et la question de la ressource qui pèse très fort, notamment dans le domaine des soins naturels. Est-ce que j'ai à peu près bien résumé ou est-ce que vous avez des choses à rajouter peut-être? Ah oui, très bien. Je précise que je fais toujours pas l'allopathie parce qu'il y a des moments où on en a besoin. Il y a des circonstances où on est très content d'en disposer. Et là, quand on dit holistique, on parle au-delà de l'individu. Hein. C'est en prenant en compte l'environnement, c'est une prise en compte holistique où on prend les gens dans tout ce qu'ils sont et aussi dans leur environnement, effectivement. Et donc, considérer les plantes, c'est une manière de le faire. Alors, je rappelle tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, que les auditeurs peuvent nous poser des questions. Et donc, nous les prendrons au fur et à mesure. Il y a Christine qu'on ne voit pas, qui est cachée, qui assure la technique et qui va nous relayer ces questions. Et donc, moi, j'en ai déjà une première pour commencer. Pourquoi avez-vous écrit ce livre ? Alors, c'est parti, en fait, j'ai commencé à faire de la phytothérapie et j'étais heureuse, je me posais pas de questions, tout allait bien, personne ne nous parlait de cette problématique et on avait l'impression que tous les problèmes de production et de qualité allaient de soi, qu'on pouvait faire tout à fait confiance au marché. Et puis, je suis partie faire un bilan floristique au Tibet, dans le cadre d'une formation d'ethnopharmacologie. Et donc, je me suis rendue à 4300 mètres d'altitude sur un haut plateau du Tibet chinois. Et là, j'avais une montagne médecine magnifique où les gens allaient ramasser tout un tas de plantes pour les soins locaux, mais j'ai découvert ensuite pour le marché international. Et puis 2 ans après, quand j'y suis retournée, la plupart des plantes avaient disparu. Voilà, donc ça m'a quand même choquée. Je me suis posé des questions. Alors là, j'en avais prévu en photo. Il y a en particulier des snow lotus, qui sont des plantes magnifiques qui poussent dans des pierriers d'altitude. Je pense qu'on pourra la voir. Et donc, cette plante qui est absolument superbe est ramassée de plus en plus, entre autres aussi pour le marché touristique. Et là, j'ai commencé à poser des questions un petit peu partout. Je me suis inquiétée un petit peu de cette problématique et j'ai commencé à enquêter. Et c'était donc en 2004. Voilà, là, vous voyez un snow lotus, qu'on appelle aussi des saussures laineuses. Ce sont des plantes absolument magnifiques qui poussent, vous voyez, dans des milieux vraiment difficiles, hein, des pierriers d'altitude. Là, on doit être à 4500 mètres d'altitude. Et c'est une plante qui fait une quinzaine de centimètres de haut, et qui est ramassée de manière tout à fait intensive pour la médecine chinoise, pour le marché international, pour les touristes, et qui est ramassée de plus en plus tôt. Et je suis retournée en 2014 et en 2015, et là, il n'y en avait plus du tout. Voilà, on n'en trouvait plus une seule. Et c'est en partant de là, j'ai commencé à enquêter et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout un problème spécifique de la Chine et du Tibet et que c'était un problème mondial. Et on a même des problématiques de ressources en France avec des plantes françaises. Voilà, et à partir de là que j'ai commencé à me sensibiliser, puis à essayer de sensibiliser les thérapeutes et les patients à cette question. Qu'est-ce que vous appelez le marché touristique ? Alors, les snow lotus, comme c'est très spectaculaire, on les fait sécher et on les vend aux touristes sur les marchés. Il y a beaucoup de tourisme au Tibet, en fait. Il y a des zones qui sont un petit peu interdites, mais il y a aussi des zones très touristiques, en particulier pour le tourisme chinois. Et voilà, les gens ramènent ça comme souvenir. Vous avez vu que c'est une plante quand même assez particulière. Mais c'est une plante qui se reproduit difficilement et donc quand on arrache la totalité de la plante avant qu'elle n'ait dispersé ses graines.
Et donc c'est fini. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire justement un peu l'état des lieux des différentes menaces qui pèsent sur les plantes médicinales? Alors, la principale menace, c'est que le marché des plantes médicinales est un marché qui est essentiellement composé de plantes sauvages. En fait, on ramasse des plantes sauvages parce que ça coûte beaucoup moins cher que de les cultiver. Il y en a un certain nombre qu'on sait cultiver, mais vous imaginez bien qu'il faut un terrain, du matériel, du personnel, des intrants, de la mécanisation peut-être sur des gros volumes, alors qu'aller les ramasser dans la nature, il faut juste payer le cueilleur et en plus, la plupart du temps, on peut mal le payer dans des pays pauvres. Voilà, donc ça c'est la principale menace, c'est qu'on recourt essentiellement au sauvage. Après, il y a des plantes qui ne sont pas cultivables du tout, et là, on n'a que le sauvage en plus. Et puis, il y a alors j'ai cité beaucoup de chiffres dans le livre hein, que j'ai pris. Alors, tous les chiffres sont tout à fait documentés. Il y a un rapport de France Agrimaire. Il y a des chiffres qu'on va trouver dans des sources très fiables. Le marché est en pleine expansion. C'est des taux de croissance qui peuvent être à 2 chiffres hein, tous les ans. Et donc, on demande toujours plus de plantes qui viendront toujours plus du sauvage pour toujours moins d'espaces naturels, puisque vous savez qu'on perd des espaces naturels très régulièrement, ce qu'on appelle l'anthropisation. Et si vous rajoutez le réchauffement climatique, eh bien, on imagine bien que les menaces vont être de plus en plus importantes et la pression de plus en plus importante sur les pauvres plantes sauvages. Donc, il y a la menace, alors le surplus de cueillette, enfin le trop de cueillette, la menace sur les écosystèmes qui disparaissent. J'imagine aussi qu'au point de vue social, éthique, je ne sais pas comment appeler ça. Après, là, je parle peut-être plus à l'anthropologue ou à l'ethnobotaniste. Ça pose des questions aussi, toute cette exploitation qui revient quelque part, non seulement exploitation de la plante, mais exploitation de l'homme qui cueille dans des conditions pas toujours Alors, très éthiques. Il y a des ethnoécologues qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Et effectivement, les écologues et les ethnoécologues se penchent sur ces questions. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, les cueilleurs sont en général des gens pauvres, voire font partie de minorités ethniques, ou sont des femmes, des enfants. C'est souvent des gens qui ont peu de revenus et peu de moyens d'en assurer. Et donc, ils vont se rabattre sur la cueillette parce qu'ils ont un petit peu que ça. Donc là, on a des chiffres intéressants qui montrent que c'est un phénomène qui existe d'ailleurs aussi en Europe, en particulier dans la partie la plus pauvre de l'Europe, qui est plutôt l'Europe de l'Est. On ramasse pour survivre, en fait. Et on a même, au Tibet, là, comme je connais bien ce terrain, on a actuellement une économie qui est essentiellement basée sur la récolte d'un champignon qui s'appelle le cordyceps, qui est en train de disparaître. Et on sait que la population tibétaine vit à 75-80% de son revenu. Ce qui veut dire que quand il va disparaître, maintenant c'est de plus en plus rapide parce qu'il est dans les zones de permafrost. Et on sait bien que le permafrost, ça disparaît avec le réchauffement. Donc, ce sont des gens qui n'auront plus de revenus du tout. Dans quelques années, il va falloir qu'ils se reportent sur d'autres plantes, vraisemblablement. Ce qui est le cas, hein, d'ailleurs, le marché, ensuite, quand une plante est épuisée ou un champignon, on va aller en ramasser d'autres. Voilà. Ça, c'est un marché au cordyceps. Alors, on a du mal à distinguer, mais c'est en fait le cordyceps, c'est un champignon qui parasite une chenille. Donc, ça a un aspect un petit peu étrange. Vous avez une chenille toute desséchée avec un mycélium de champignons qui lui sort de la tête. Nous, c'est un petit peu compliqué pour nous d'utiliser ça parce que ça nous dégoûte un peu souvent. Mais les Chinois sont très friands et l'exportent dans le monde entier puisqu'il y a une multitude d'indications. Et ça, c'est la première étape du marché. Vous voyez, c'est vendu sur le trottoir dans une petite ville tibétaine. Et ensuite, ça va être vendu à des grossistes qui vont revendre à des grossistes, qui vont revendre à des grossistes, qui vont revendre à des grossistes. On compte jusqu'à 6 ou 7 intermédiaires. Et ensuite, c'est vendu. Le prix du cordyceps a été multiplié par 10 000 sur les 30 dernières années. On appelle ça l'or brun du Tibet. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi une menace d'ordre qualitatif qui se profile, je veux dire par là, par rapport à la qualité de la plante? Est-ce que, c'est une question que je me pose, est-ce que le fait de l'accueillir intensivement influe sur sa qualité, sur ses conditions de repousse ou que sais-je Alors oui, elle influe sur de multiples niveaux en fait sur la qualité. Et ça, le lien justement entre la cueillette par des gens pauvres et un peu démunis et la qualité, plus tout ce qui se passe encore après, fait qu'on a des produits quand même très souvent de piètre qualité. Hein. On a le meilleur et le pire dans ce marché. Alors pourquoi ? Très simplement, quand vous êtes payé très mal, vous allez ramasser très vite et là où vous en trouvez.
en gros. Donc, on ne va pas faire de détails s'il y a des plantes un peu moches, si c'est à côté d'une route, même voire dans une zone un peu douteuse. On ramasse parce que de toute façon, il faut faire du volume. Et les ethnologues ont très bien décrit la différence entre ce qu'on appelait les cueillettes de confiance, c'était quand on ramassait pour soi ou pour son entourage proche, pour des gens qu'on connaît. Si vous ramassez pour vous, pour votre famille, pour vos voisins, pour votre village, ce qui était le cas d'ailleurs de beaucoup de médecines traditionnelles, on ramassait vraiment pour un usage local, on va aller chercher la plante de la meilleure qualité. On est prêt à passer un petit peu de temps et à voir vraiment ce qui est bien. Et puis, si vous ramassez pour quelqu'un qui vous paye mal et qui veut juste du volume, on va ramasser un petit peu tout ce qu'on trouve. Et là, moi, j'ai des exemples auxquels j'ai assisté en France, de cueillettes de feuilles de frêne, par exemple au mois d'octobre, parce que c'est facile, c'est déjà sec. On n'a pas besoin de s'embêter à aller sécher ça dans son grenier, et donc c'est beaucoup plus rapide pour faire du volume. Mais il n'y a plus du tout de sève, évidemment, et il n'y a plus du tout de principe actif. Et vous retrouvez quand même ça sur le marché. Donc, voilà, les cueillettes industrielles, ou en tout cas pour des grosses consommations, sont problématiques. Après, on a des tas de méthodes aussi de malfaçon pour gruger un petit peu le premier grossiste, c'est-à-dire faire du volume de manière un petit peu exagérée, ou du poids. Donc, par exemple, pour le cordyceps, on va glisser un petit morceau de fil de plomb dedans pour le vendre un petit peu plus cher au poids. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec le cordyceps au plomb. On a aussi une astuce qui consiste à le tremper d'abord dans de l'alcool, on vend l'extrait, on récupère le cordyceps qui est un petit peu décoloré, on le remet dans du Coca-Cola ou un autre soda, et ensuite il se recolore et on le sèche et on le revend. Donc, on voit bien quand même que quand les gens ont besoin de ça pour vivre, il y a des pratiques plus ou moins… voilà, et c'est pas nécessairement de mauvaise foi, c'est que parfois c'est pour manger, c'est pour soigner la famille, c'est pour payer les études du gamin. Voilà, les gens ont vraiment besoin de cet argent, donc ils recourent un petit peu à tous les expédients. Je vois qu'on est déjà 80 personnes à vous écouter, donc je renouvelle mon appel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et moi, je continue avec les miennes. Ah, voilà. Alors, Christine a une question, donc on va écouter Christine. Bonsoir. Donc, on a une question de Laura qui demande s'il est possible de cultiver des plantes médicinales chez soi et avec un système de culture hydroponique. Bon, alors oui, on peut cultiver tout un tas de plantes en hydroponie, mais il faut savoir que les plantes vont fabriquer beaucoup, alors, les principes actifs des plantes, on appelle ça aussi des métabolites secondaires, et la plante, quand elle est en sécurité, qu'elle n'a aucun stress, ce qui est le cas de l'hydroponie, vous lui fournissez tout ce qu'il faut, il n'y a personne qui l'agresse, alors elle va essentiellement faire de la cellulose et de l'eau. Si vous voulez avoir des métabolites secondaires, il faut qu'elle subisse quand même quelques stress. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles souvent les médecines traditionnelles préfèrent les plantes sauvages aux plantes cultivées, c'est parce qu'elles sont un petit peu plus stressées et donc surtout qu'elles sont souvent un petit peu plus riches en principes actifs, surtout si c'est des plantes de montagne ou des plantes de zones sèches, etc. Donc l'hydroponie, je pense qu'on aura beaucoup de matière verte, mais on n'aura pas beaucoup d'activité. Et alors, justement, j'ai lu dans votre livre que 80% des plantes médicinales consommées sont issues de l'importation. Quels sont les pays qui sont les plus pourvoyeurs en plantes médicinales? La Chine, l'Europe de l'Est, on a un certain nombre de pays africains aussi qui tirent le marché, enfin, qui suivent le marché plutôt, parce que il faut savoir aussi que dans tous ces pays, la plus-value, en fait, se fait dans les pays du Nord. Parce que ce qui est le plus mal payé, c'est l'étape de la cueillette. Donc, nous, on récupère des plantes en vrac, on les transforme et c'est là qu'on gagne de l'argent. C'est en les transformant qu'on va gagner beaucoup d'argent. Donc, on va avoir… Après, ça dépend des plantes. Il y a des plantes qui viennent spécifiquement de certaines régions, mais on a un gros marché qui est Europe de l'Est, Chine, quelques pays subsahariens, l'Amérique latine un petit peu. Et ensuite, c'est par plante. D'accord. Et pourquoi ces pays-là? Ce sont les conditions pas de culture, mais de croissance de la plante. Ce sont les climats. Pourquoi j'imagine que dans le sud de la France, ou même il doit y avoir des plantes intéressantes. Alors pourquoi on se tourne particulièrement vers ces plantes-là? Encore une fois, c'est le thym, 80% du thym qu'on consomme en France vient de Pologne. Ouais.
et tout simplement parce que ça coûte moins cher. Donc, les industriels ou les entreprises, d'abord, souvent, ils achètent eux-mêmes à des grossistes. Donc, ils ne savent pas toujours exactement ce qui s'est passé en amont. On a tous ce problème de traçabilité. Et donc, c'est tout simplement une logique d'économie de marché. On va aller chercher la plante là où elle est le moins chère. On va prendre de l'hélicryse albanaise parce que le cueilleur albanais n'est pas très bien payé. On va avoir du tilleul chinois, alors qu'on a très beau tilleul en France, parce que ça coûte beaucoup moins cher au niveau de la main-d'œuvre aussi. Et donc, on va avoir des prix toujours drainés vers le bas dans ce cas-là. Et après, on a des plantes qui sont spécifiques de certains biotopes et qui peuvent venir que d'un pays. Mais le grand sport, c'est de leur piquer la plante et ça s'appelle de la biopiraterie après. Et de la cultiver ailleurs. Alors, vous avez le cas du houdia, dont je parle dans le livre, qui est un petit cactus d'Afrique du Sud qui servait pour les campagnes de chasse de la peuplade San. Et en fait, maintenant, il est cultivé dans le désert du Negev. Et donc, les San qui touchaient déjà pas grand-chose sur le houdia ne touchent absolument plus rien. Vous avez le maca, par exemple, qui est un navet péruvien, un navet des Andes, qui poussait en très haute altitude, et qui, maintenant, on trouve du maca chinois absolument partout. Et le problème aussi, c'est quand on change les plantes de biotope. Alors oui, c'est un peu comme l'hydroponie, on va faire peut-être plus de volume, mais on n'aura pas la même efficacité que la plante d'origine. Et c'est le cas, par exemple, de la rhodiole aussi, qui est une plante très demandée, qui pousse dans des biotopes un peu difficiles, qui a du stress, qui du coup fabrique beaucoup de substances en réponse à ce stress, qui nous intéresse, et d'ailleurs c'est une plante du stress pour nous. Et comme il n'y en a pas assez dans la nature, on va la cultiver, mais on la cultive dans des environnements beaucoup moins stressants. Elle sera beaucoup moins active a priori. Est-ce qu'il existe des moyens de contrôle pour vérifier à la fois les conditions de cueillette, les qualités de la plante, etc. Vous citez un certain nombre de labels dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, parce que tout n'est pas... j'imagine qu'il y a quand même quelques plantes qui échappent et qui ont des qualités... Alors, c'est pas nécessairement les plantes qui échappent. Après, ça, c'est des choix du fabricant, en fait. Le choix du fabricant, c'est de se conformer à certaines règles ou pas. Juste avant de parler des labels, il faut quand même juste dire un mot, c'est que la plupart du temps, les plantes ont un statut, les compléments alimentaires. On a 62% des compléments alimentaires qui circulent sur le marché, qui sont des dizaines de milliers en Europe, qui contiennent des plantes. Et c'est le statut qu'a choisi la plupart des fabricants et des entreprises qui le commercialisent. Donc, du coup, elles sont soumises à une législation, à des contrôles qui sont ceux de la DGCCRF. Alors, après, ça rentre dans des aspects un peu techniques, mais c'est assez peu contraignant, en fait. Puis en plus, vous avez 1000 dossiers qui sont déclarés par mois pour 3 personnes qui peuvent, en tout cas, c'était comme ça il y a quelques années. À 3, ils ont un petit peu du mal à gérer 1000 dossiers par mois. Donc, il y en a beaucoup qui sont tout simplement en attente. Alors, il y a effectivement déjà, je ne suis pas du tout la première à parler de cette problématique, et il y a déjà des tas de gens qui se sont préoccupés de la qualité et qui ont proposé tout un tas de labels. Donc, en France, vous avez l'AFC qui travaille beaucoup sur ces questions, l'Association française des cueilleurs, qui a des chartes de bonnes pratiques et de bonne cueillette. Le syndicat des simples s'en préoccupé depuis très longtemps. Et vous avez aussi des labels internationaux où on a encore peu de plantes médicinales, donc qui sont cités dans le livre. Vous avez des Forest Stewardship. Tout ça, c'est quand même c'est des gens qui travaillent depuis longtemps sur ces questions et qui proposent de vrais labels de qualité. Et vous avez aussi des marques locales, par exemple, comme des marques parcs, des marques valeurs parcs. Les PNR, en particulier, les parcs naturels régionaux, ont beaucoup travaillé sur la qualité des produits de terroir et se préoccupent aussi de la ressource et ils labellisent des produits locaux. Alors, on n'habite pas toujours près d'un parc, mais on peut trouver des plantes de très bonne qualité. Donc, vous avez aussi des syndicats, comme le syndicat des simples, qui se préoccupent toujours beaucoup de tout ça. Et puis après, vous avez des labels type label bio, mais le label bio ne préjuge pas des conditions de travail des gens qui ont. Il faut un label qui tienne à la fois compte de l'environnement, de la qualité bien sûr du produit, et puis de l'éthique au niveau des personnes qui travaillent, et en particulier des cueilleurs. Christine a une autre question. C'est sur les producteurs. Christine? Oui, alors on a plusieurs questions. Comment sélectionner les bons producteurs?
Déjà ça. Et puis, on a 2 autres questions qui se recoupent. Est-ce qu'en fait, en France, on a suffisamment de plantes qui poussent en France pour se soigner, en phyto? Est-ce qu'on est obligé d'importer? Et lesquelles recommandez-vous pour un usage familial, mais voilà, en se servant en France? Alors, la première, c'est sur les producteurs. Je viens de citer effectivement un syndicat qui s'appelle le syndicat des simples. Alors, moi, je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec qui que ce soit, mais c'est vrai qu'on les suit depuis des années, qu'à une époque, ils ont même ouvert un laboratoire qui permet d'avoir des plantes qui ont à la fois leurs critères de qualité et la qualité pharmaceutique. Donc, le syndicat des simples, c'est de la plante en vrac, mais il y a un peu de transformation. Vous pouvez trouver pas mal de produits. Et c'est vrai que globalement, alors il y a un site internet où vous pouvez trouver les producteurs près de chez vous. Puis il y a aussi beaucoup de producteurs vous pouvez commander des plantes. Vous avez donc l'AFC, où là c'est de la cueillette, mais c'est très lié. Et vous avez actuellement un projet de loi pour créer un statut de producteur herboriste. C'est-à-dire pour que les producteurs puissent conseiller aussi eux-mêmes les plantes. Voilà. Après, vous pouvez trouver des plantes. Vous avez des pharmaciens qui font des démarches qualité très intéressantes, mais tous ne le font pas. Donc, c'est à vous d'en discuter aussi avec votre pharmacien. Souvent, ils ont des grandes marques et souvent de bonne foi, ils ne se sont pas interrogés sur la traçabilité des produits. Alors, en France, on a une pharmacopée qui est déjà énorme et très honnêtement, moi, si je n'utilise que des plantes françaises, j'arrive pratiquement à répondre à toutes les problématiques de phytothérapie. On oublie souvent qu'on a des plantes fantastiques qui poussent en France ou même en Europe, on peut élargir un petit peu. Et il y a toujours cet attrait de l'exotisme. En fait, on est toujours persuadé que les autres ont des plantes supérieures aux nôtres, avec une petite dimension de rêve. Donc moi-même, j'ai succombé. Je suis partie au Tibet en disant, ça y est, je vais trouver la médecine idéale. Donc d'abord, j'étais assez étonnée parce que la plupart des plantes tibétaines sont très proches de nos plantes alpines. Il y en a quand même énormément qui sont des mêmes familles, des mêmes genres. Les espèces sont un peu différentes, mais les propriétés sont sensiblement les mêmes. Et puis, en fait, moi, je ne maîtrise pas du tout la culture tibétaine. Les pharmacopées traditionnelles, c'est aussi un contexte culturel. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement juste une molécule dans une plante ou un ensemble de molécules, c'est aussi toute une représentation et une manière de l'utiliser qui va avec, qui nous convient ou qui ne nous convient pas. Donc, voilà, on a cet attrait de l'exotisme, mais on peut l'interroger. Et vous avez je ne vais pas faire étalage de culture, mais il y a quand même un Montaigne qui, déjà à l'époque, disait nous, on va aller chercher des aloés sucotrins et des plantes très exotiques, mais nul doute que si on leur envoie nos choux, ils seront très contents. Voilà, donc ça, c'est humain et vous avez des gens qui sont persuadés que les plantes françaises sont meilleures que toutes les autres. Donc, rappelons-nous que nous avons des plantes et je vous garantis qu'on a déjà une très, très belle pharmacopée. Est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques exemples de plantes en danger et par quelles plantes elles peuvent être remplacées? Alors, on a un très bel exemple actuellement qui est l'arnica. L'arnica montana, l'année dernière, la récolte d'arnica qui se fait traditionnellement, enfin, le plus gros du tonnage se fait dans les Vosges et ça a été catastrophique. Il y avait quasiment pas d'arnica. Et là, on est sur arnica montana. Et donc, les producteurs se font beaucoup de soucis pour les producteurs et puis les entreprises qui transforment se font beaucoup de soucis sur cette ressource. Alors, il y a en fait pas mal de réponses qu'on peut apporter. D'abord, il y a une réflexion sur la mise en culture. Alors, c'est pas très facile de cultiver de l'arnica montana. C'est une plante de montagne qui est assez exigeante. Et par contre, les Allemands, eux, ont déjà résolu le problème en cultivant un autre arnica. Ils cultivent de l'arnica chamisonis, qui a sensiblement les mêmes propriétés, et le problème est réglé. Et après, on a encore une autre solution. Si vous voulez absolument, plutôt que de partir en montagne, ramasser le peu d'arnica qui reste, parce qu'on ramasse la fleur. Donc, si vous ramassez les fleurs, il n'y a pas de graines, on est d'accord. Et donc, on peut utiliser la pâquerette, tout bêtement. On peut faire des huiles de pâquerette qui ont des propriétés sensiblement égales à celles de l'arnica. Alors, ça fait moins rêver que l'arnica montana. Ça pousse juste à côté de chez nous en général, mais une petite huile de pâquerette sur tout ce qui est cou et bosse, ça marche bien. Et puis encore, dernière chose, je le rappelle parce qu'on a tendance à l'oublier, quand on a un bleu, je parle juste d'un petit bleu, rien d'autre, et qu'on ne fait rien, ça guérit tout seul. Voilà. Alors, le plus intéressant, c'est de mettre du froid tout de suite, et dans les heures qui suivent, on arrive à limiter la plupart des hématomes, et ensuite, on peut juste attendre tranquillement que notre corps fasse le travail parce qu'il sait parfaitement le faire.
Donc, garder l'arnica, et alors encore plus l'hélicryse, hein, parce que souvent présenté comme super arnica, et là, on est encore dans d'autres problèmes. Garder l'arnica pour vraiment des bleus conséquents hein, qui pourraient poser problème. Sinon, faites confiance à votre corps. Et vous dites qu'elle disparaît aussi dans les Vosges, mais du coup, c'est quoi la cause de la disparition? Enfin, est-ce que c'est une disparition ou est-ce que c'était une rupture momentanée? On n'est pas encore à la disparition, mais on connaît un certain nombre de facteurs. Il y a l'anthropisation, il y a les amendements par de la chaux. Il y a des amendements qui sont faits qui désacidifient les sols, qui désalcalinisent. Et ça, l'arnica n'aime pas du tout. Et après, on sait qu'il y a aussi la pression de cueillette. Et après, il peut y avoir aussi des facteurs climatiques. On sait qu'il y a des années qui sont moins bonnes que d'autres. Là, c'était tout simplement catastrophique. Donc voilà. Et du coup, après, on a des stations d'arnica ailleurs que dans les Vosges. Je pense que j'ai une photo d'arnica qu'on peut passer. Voilà. Là, vous voyez de l'arnica c'est une photo que j'ai prise dans les Alpes. Alors oui, il y en a, mais ce qu'on voit pas, c'est que il y en a beaucoup, mais sur une petite surface. Donc, si vous avez 10 cueilleurs qui passent et qui en prennent une poignée, il n'y en a plus. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours s'interroger là-dessus parce qu'on va compromettre la reproduction de la plante. Là. On a d'autres questions de nos auditeurs sur l'éleutérocoque ou la rhodiola. Comment substituer ces plantes par des plantes locales? Alors, l'éleutérocoque, c'est ginseng sibérien et je ne sais pas si vous avez vu, effectivement, dans le livre, on a travaillé un petit peu dessus, il est l'éleutérocoque sauvage, parce que ça se cultive. Hein. L'éleutérocoque sauvage est effectivement menacé. Et la rhodiole, c'est pareil, ça se cultive aussi, mais ça ne se cultive pas toujours dans le même biotope. Et la rhodiole sauvage est menacée. Alors, il y a des stations dans les Alpes, mais on se garde bien de les indiquer, parce que les gens commencent à aller les ramasser dans les Alpes. Et comme on ramasse le rhizome, c'est vraiment pas bon. Alors, on a d'autres plantes toniques toutes bêtes, mais ça fait effectivement moins rêver que ginseng sibérien ou cette fameuse rhodiola qui pousse dans des contextes un peu extrêmes. On peut travailler tout simplement avec du cassis, qui est une très bon tonique, et qui est une plante adaptogène, puisque là, on est dans les adaptogènes. On peut travailler avec la gentiane, en sachant que la gentiane, il peut y avoir assez rapidement des problèmes de ressources, mais c'est plutôt dû à la lycoristerie qu'à la phytothérapie. Et après, on a encore tout un tas d'autres plantes adaptogènes toutes simples, mais qui sont effectivement moins spectaculaires. Mais moi, je travaille beaucoup avec le cassis, je travaille beaucoup avec la gentiane. On va avoir de la gentiane ici. Voilà, ça c'est de la gentiane dans les Alpes. Elle peut être très abondante à certains endroits. On ramasse une racine qui est très volumineuse, mais comme on ramasse la racine, on détruit la plante. Dans les Alpes, ça va encore, mais dans le Massif central, on a des problèmes de ressources, mais surtout pour l'industrie de la lycoristerie, avec des prélèvements qui ont été faits au bulldozer, par exemple. Donc, on va dire aussi qu'une solution, c'est il y a des petits producteurs. Par exemple, actuellement, il y a des gens en Queyras qui sont en train d'essayer d'adapter de la rhodiole en altitude, comme ça a été fait avec le Génépi. Si vous avez un petit producteur et que c'est traçable et qui effectivement a réussi à mettre ces plantes-là en culture, mais pourquoi pas les utiliser dans ce cas-là? Et sachez que rhodiola, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à la cultiver. Et en plus, bon, l'idéal, c'est qu'elle ne soit pas cultivée en plaine parce que sinon, vous risquez de perdre une partie des propriétés. Il y a d'autres plantes encore. Donc là, on a cité l'arnica, l'éleutérocoque, la rhodiole. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui vous viennent Oui, alors il y a une plante phare qui est utilisée énormément en phytothérapie, c'est l'arpagophytum. Alors, ce n'est pas une plante française, hein, c'est une plante qui pousse en Afrique du Sud. L'arpagophytum pose énormément de problèmes. Il y a eu beaucoup de travail pour essayer de rationaliser sa production, de la cultiver. Mais il y a une telle pression sur cette plante, parce que tout le monde l'utilise dans le monde entier. C'est pour les rhumatismes, si vous pouvez rappeler. C'est pour on utilise beaucoup pour l'arthrose, en fait, et pour le rhumatisme. Alors, on a énormément de problèmes avec cette plante parce que la pression est telle que... Alors, on a plein de publications maintenant. Souvent, elle est en poudre. Et quelque chose que je n'ai pas encore évoqué, c'est que souvent aussi, quand les cueilleurs ne sont pas bien formés et qu'ils doivent gagner beaucoup d'argent en peu de temps, enfin un peu d'argent en peu de temps, ou en beaucoup de temps même, ils ne vont pas nécessairement ramasser les bonnes espèces. Parce qu'ils savent pas toujours. Et donc, on a des plantes où on sait qu'on a des problématiques d'identification. Et l'arpagophytum en fait partie. Normalement, on a de l'arpagophytum procundens, et en pratique, on a souvent du zeyeri. Alors là, il y a des querelles de botanistes, je ne vais pas rentrer dedans, mais qui seraient moins efficaces, bien qu'étant à la pharmacopée, et on sait que très souvent, on a aussi carrément autre chose.
qui a même plus rien à voir. Et donc, il y a une étude américaine où ils sont allés jusqu'à faire la génétique des gélules de poudre pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et ils ont trouvé énormément d'adultération. On avait rarement ce qui était annoncé. Et puis, il faut quand même savoir qu'on a, par exemple, la DGCCRF, de temps en temps, fait des analyses. Et on a, par exemple, en 2017, 17% de produits non conformes au niveau des étiquetages. Et ils ont fait que 65 prélèvements. Si on en faisait beaucoup plus, on aurait certainement pas mal de mauvaises surprises. Donc voilà, l'arpagophytum typiquement, et actuellement on essaie de la remplacer, comme ça j'anticipe la question, par de la scrofulaire noueuse, qui est une plante qui pousse très très bien chez nous et qui a une composition intéressante et relativement proche. On parle de plus en plus du renouveau du métier d'herboriste. C'est une démarche qui concerne particulièrement Joël Labbé, le sénateur Joël Labbé, qui a préfacé votre livre. Est-ce que les formations donc au métier d'herboriste, est-ce qu'elles intègrent cette dimension, enfin ce besoin de préserver la ressource? Est-ce que c'est quelque chose qui commence à… C'est en train de commencer, on va dire. Mais c'est quand même en train de commencer. Oui, c'est en train de commencer. Alors après, je ne connais pas tous les programmes de toutes les écoles de herboristerie, mais j'enseigne dans une, la nutrition en l'occurrence, mais je connais bien leurs cours. Et là, l'école dans laquelle j'enseigne, je les tanne avec cette problématique et ils ont accepté pour la première fois effectivement que je fasse un cours aux enseignants. Et là, il y a eu une vraie prise de conscience. Tous les enseignants étaient là. Et derrière, il faudrait qu'on adapte effectivement les contenus des cours. Et je dois préciser que moi-même, par rapport à ma pratique de phytothérapie, je suis en train de changer certaines habitudes parce que j'ai découvert en écrivant le livre encore des plantes que je pensais être sans problème et qui n'étaient pas. Donc moi-même, je suis en train de substituer un certain nombre de mes pratiques. Et par exemple, il y a aussi une licence pro d'herboristerie. Tout à l'heure, j'ai lu le mail d'un des étudiants qui venait de lire le livre. Et je pense qu'il y a maintenant beaucoup d'acteurs de la filière qui vont commencer à se fédérer peut-être aussi pour peut-être l'idée qui serait de créer un label pour les thérapeutes aussi, où on s'engage sur ce qu'on prescrit, on s'engage à prescrire des produits qui sont respectueux et de l'environnement et des gens. Donc, ça commence. Dans les diplômes universitaires aussi de phytothérapie, jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose. Je peux vous dire que dans Suite Grenoble, on m'a largement ouvert la porte sur cette problématique qu'on a traitée d'ailleurs très récemment et déjà depuis 2 ans. Et c'est une problématique qu'on a aussi accepté que j'aborde dans un DU d'aromathérapie. Enfin, voilà, c'est en train de changer. Clairement, je pense qu'on a compris qu'on ne peut plus faire l'impasse, dire qu'on aime les plantes et ne pas parler de cette problématique. Et est-ce que cette prise de conscience, elle se fait aussi dans les pays producteurs, justement? Comment ça se passe sur… Alors, oui, et elle se fait, mais de manière hétérogène. C'est-à-dire qu'en Chine, il y a des tas de gens qui ont bien compris que la médecine chinoise, la pharmacopée de la médecine chinoise ou la pharmacopée de la médecine ayurvédique sont menacées. Il y a un article du Monde qui date de 2011 où on est déjà en train de dire, attention, les plantes ayurvédiques sont en train de disparaître. Et l'Inde a créé des bases de données et il y a tout un tas d'associations et de réseaux pour essayer de promouvoir des bonnes pratiques, pour essayer de mettre en culture un certain nombre de plantes. Mais voilà, on va dire que c'est pas ce qui domine sur le marché. Donc, il y a un mouvement qui commence déjà depuis des années, d'ailleurs, à essayer d'aller contre la tendance générale qui est de prendre n'importe quoi, n'importe où. Mais évidemment, c'est pas dominant pour le moment. Okay. Et est-ce qu'il y a des médecines naturelles qui sont moins gourmandes que d'autres en ressources? Oui, alors je vois. Ou alors j'inverse ma question. Est-ce qu'il y en a qui sont plus gourmandes que d'autres? Après, c'est une question tout simplement de mode de. En fait, la phytothérapie, ça veut juste dire qu'on soigne avec des plantes. Donc, ça peut être une infinité de pratiques. Donc, ça peut aller Alors, la phytothérapie la plus pure et la plus naturelle, c'est les chimpanzés qui vont tout simplement manger les plantes qui leur conviennent en fonction de leur état de santé. Et on a décrit jusqu'à 120 plantes consommées par les chimpanzés pour se soigner. Donc ça, c'est vraiment la manière la plus naturelle de faire de la phytothérapie. On n'est plus dans la nature, on est en ville, on ne peut pas aller brouter les plantes qui nous font du bien. En plus, on sait pas on est devenu incapable de les reconnaître et de savoir ce qui est bon pour nous. Donc, on a besoin effectivement que tout ça soit fait et médié un petit peu par des gens informés. Et de fait, depuis que l'être humain maîtrise un tout petit peu de technique, ne serait-ce que le feu, on fait des extraits. On extrait des principes actifs des plantes, en fait, pour concentrer ce que l'on cherche comme effet. Et dans ces extraits, on est plus ou moins gourmand. Donc, si vous faites une tisane, vous êtes très peu gourmand.
Hein, vous voyez bien, vous allez mettre quelques grammes de plantes sèches. Voilà, c'est relativement peu consommateur. Et je précise que les tisanes ont pour beaucoup une efficacité pharmacologique intéressante. C'est pas que d'épices mémées. Ensuite, vous pouvez extraire avec de l'alcool, donc les vins médicinaux, les vinaigres médicinaux qui sont très utilisés au Canada par exemple, ou bien les teintures chez nous et les alcoolatures. Et ça aussi, ça consomme relativement peu de ressources. Vous pouvez faire de la poudre de plantes. Bon, les extraits alcooliques, on peut faire ça de diverses manières. Et puis, voilà, on va arriver sur le point problématique qui est l'aromathérapie. L'aromathérapie, en fait, c'est une distillation de plantes qui nécessite des volumes phénoménaux. On est sur des volumes, alors j'ai fait des calculs, hein, vous vous amuserez à voir dans le livre la quantité d'origan qu'il faudrait pour que la moitié des êtres humains soignent un rhume. C'est tout à fait phénoménal. Et puis, je ne sais pas si on peut les montrer, mais j'ai quelques photos d'une séquence de cueillette d'hélicryse qui permet de voir un petit peu, enfin de visualiser ce que ça signifie, parce que les chiffres, c'est toujours un petit peu abstrait. Je ne sais pas si c'est possible de les passer. Voilà, donc ça, on est sur une île méditerranéenne, une petite île, et on est 4 cueilleurs avec des grands sacs qu'on va remplir intégralement. Ça, c'est la première phase. Donc, on est en train de ramasser des sommités d'hélicryse. Je pense qu'on peut voir les suivantes. Il y en a 4 au total. Donc, on a ramassé sur sur une demi-journée, hein, sans s'arrêter. Donc, voilà, c'est ma main, hein, je l'avoue. On va ramasser les sommités d'hélicryse avant leur floraison, ce qui veut dire aussi qu'on va tout ce qu'on va ramasser, c'est autant de graines en moins. Hein. Et donc, on va essayer de ne pas prendre tout le massif, on va prendre juste une petite partie, parce que là, on est dans une cueillette qui essaie quand même d'être respectueuse. On va voir ensuite le volume que ça représente. Parce qu'on a, en gros, on a ramassé à 4 de manière quand même, voilà. Et au final, on a vidé nos sacs et on a à peu près 6 kilos uniquement de sommités fleuries. Hein. C'est que de la fleur en bouton. Et ensuite, on va distiller tout ça avec un alambic en cuivre qu'on peut distinguer au fond. Et on va avoir en fait quelques millilitres d'huile essentielle et un peu plus d'hydrolat quand même. Hein. Donc là, on avait dû obtenir… voilà, ce que vous voyez, l'huile essentielle, c'est juste… Je suis désolée, la photo n'est peut-être pas très centrée, mais c'est juste la petite pellicule qui surnage. Et en dessous, c'est de l'hydrolat. Hein, puisque les huiles essentielles, évidemment, c'est une phase huileuse beaucoup plus légère. Et on récupère l'hydrolat au fond, qui est quand même chargé de quelques molécules aromatiques. Et c'est vrai que là aussi, ça a été une prise de conscience, parce que quand j'ai vu le temps qu'on avait passé à ramasser, la quantité ramassée et ce qu'on a obtenu comme huile essentielle, je me suis dit que c'était quand même extrêmement gourmand en ressources. Voilà. Et actuellement, comme l'aromathérapie est très, très en vogue, et que les Chinois, les Indiens, enfin, tout le monde veut utiliser des huiles essentielles. Et si vous multipliez la demande par le nombre de plantes nécessaires pour fournir, on arrive à des choses, enfin voilà, mathématiquement, ça devient quasiment impossible. Et du coup, si par exemple on utilise les hydrolats, ça devient un petit peu plus vertueux, entre guillemets. Alors, oui et non. Si on distille des plantes juste pour faire des hydrolats, il y a des plantes qui ne fournissent que des hydrolats et pas d'huile essentielle. On peut faire de l'hydrolat d'ortie, par exemple. Ça va consommer surtout de l'énergie, hein, parce qu'un alambic, il faut le chauffer. Ça consomme beaucoup d'eau aussi, hein, la distillation. Donc, c'est beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie. Mais derrière, il y a des gens qui distillent des plantes, oui, qui distillent un peu tout, en fait. Et on a des hydrolats qui sont très intéressants et qui sont assez peu gourmands sur des plantes très abondantes. Après, si on se dit, bon, bah, puisqu'on a fait les huiles essentielles, on va récupérer les hydrolats, bah, on a quand même, voilà, on va vendre les huiles essentielles aussi au passage. Donc, on reste un petit peu dans le même problème. Et les hydrolats, l'avantage simplement, c'est qu'ils sont moins dosés et qu'on pourra les utiliser chez l'enfant, ce qui n'est pas le cas des huiles essentielles où il y a quand même une toxicité assez importante. Alors, on a parlé donc d'usage en tisane, en teinture mère, enfin en extrait hydroalcoolique, en aroma, la gémothérapie, ça rentre dans les extraits Alors, là aussi, oui et non. Enfin, la gémothérapie, c'est voilà, si on ramasse généralement des bourgeons, on ramasse des tissus embryonnaires. Donc, c'est des bourgeons de feuilles, des bourgeons de fleurs éventuellement, ou des radicelles, mais enfin, le plus souvent, c'est des bourgeons de feuilles. Si vous êtes sur des arbres qui sont très riches en bourgeons,
ou des arbres qu'on va couper de toute façon, ou sur du cassis par exemple. Le cassis, ça produit des bourgeons de manière tout à fait abondante, et puis c'est une plante qui repousse à chaque fois. Enfin, c'est vraiment, on peut y aller sur le cassis. Il n'y a pas de problème. Là, effectivement, la Gémeaux, c'est pas très consommateur, hein, puisqu'en fait, le principe, c'est un extrait avec de l'alcool, de l'eau et de la glycérine. Mais on ne met pas une tonne de plantes pour ça. Par contre, si vous ramassez du bourgeon de figuier, je ne sais pas si vous connaissez bien les figuiers, mais les figuiers font très peu de bourgeons. Alors, si il y a une demande sur le bourgeon de figuier qui devient aussi importante que sur le bourgeon de cassis, on va pouvoir se faire du souci pour les figuiers. Donc, vous voyez que la réponse, il faut toujours la ramener quand même au végétal lui-même. Quelle est sa vie végétative? Qu'est-ce qu'il produit? Est-ce que ça va l'abîmer qu'on aille lui ramasser plein de bourgeons? Ça veut dire qu'il ne va pas faire de feuilles, ça veut dire que ça va le gêner pour faire la photosynthèse. Donc, il y a des plantes que ça ne gênera pas, et il y en a d'autres pour lesquelles ça va être plus compliqué. Donc, il faut toujours nuancer. Christine a une question sur la législation européenne. Oui, alors on nous demande, donc l'Union européenne va considérer les huiles essentielles comme dangereuses. Est-ce que c'est une info ou une intox? Eh bien, un peu des deux. Voilà, c'est qu'actuellement, ils sont en train de revenir effectivement sur la législation des huiles essentielles, mais sachez que les huiles essentielles sont déjà considérées depuis des années comme dans la réglementation des CLP, qui contient les phytosanitaires et les biocides, et puis les produits ménagers aussi. Donc, j'ai vu une pétition qui m'a beaucoup fait rire, je dois dire, dans laquelle il était dit qu'il y aurait bientôt des têtes de mort sur les flacons. Alors, regardez, mais il y a déjà des têtes de mort sur beaucoup de flacons d'huile essentielle. En fait, ça dépend du statut qu'a choisi l'entrepreneur. Parce que si vous choisissez le statut de complément alimentaire, vous avez une TVA à 20%. Si vous choisissez celui de cosmétique, la TVA est à 5%. Et jusqu'à présent, ça vous excluait de fait de cette législation qui s'appelle REACH. Mais là, ils sont en train effectivement de revenir un petit peu dessus. Et il y a aussi d'autres aberrations dans la fameuse pétition, si c'est la même qu'on a tous vue, où il est dit que ça va être mauvais pour les petits producteurs. C'est faux, parce que les petits producteurs ont négocié de pouvoir rester en dehors de cette législation, et a priori, ils le seront. Par contre, c'est les industriels qui vont être pénalisés, parce que jusqu'à présent, REACH, ça s'appliquait quand on produisait au-delà d'une tonne par an, ce qui n'est pas le cas généralement des petits producteurs. Donc, il y a beaucoup d'infox aussi dans ces pétitions. C'est pas toujours qui les lance. On ne sait pas toujours qui y a derrière. Moi, personnellement, je ne roule pas pour REACH et pour la communauté européenne et ses réglementations. Après, il faut quand même se rappeler que ces huiles ont une toxicité, en particulier sur les organismes aquatiques, et que rejeter massivement des huiles essentielles dans l'eau, quand vous prenez votre bain et que vous mettez une grande lampée d'huile essentielle, ça ne va pas être très bon pour tout ce qui est en aval. Donc, le seul avantage, à mon avis, c'est quand même de rappeler que ce sont des produits qui ne sont pas anodins pour l'environnement, et au niveau de la production, et au niveau des conséquences aussi quand on les rejette. Une autre question, Christine? Oui. Quelles sont les huiles essentielles qui ne posent pas de problème au niveau en matière de ressources renouvelables, comme le cassis ou la lavande? Alors, le cassis, il n'y a pas d'huile essentielle de cassis. La lavande, on a des huiles essentielles de lavandin qui sont produites de manière un peu industrielle, et pas que, hein, il y a aussi l'artisanal. Alors, j'ai fait une liste, hein, là, c'est pas du tout pour vous dire, vous n'avez qu'à acheter le livre, hein. Mais effectivement, je me suis employée, parce que moi, je n'ai rien contre l'aromathérapie dans l'absolu. Voilà, en général, une plante qui produit très très bien, alors par exemple, je cite le carvi, moi, c'est une huile que j'utilise énormément. C'est très très facile à cultiver, ça pousse abondamment en sauvage. On peut très bien l'utiliser pour une multitude de troubles digestifs. Donc voilà, pourquoi pas du carvi. On a des citronnelles aussi qui poussent très très bien. L'essence de citron, c'est très facile à utiliser. Et en plus, là, il n'y a même pas de distillation. On fait ça en écrasant les péricarpes. Hein. Donc c'est vraiment, c'est pas non plus, ça consomme pas non plus de ressources et d'énergie. Le girofle, c'est une huile qui est très polyvalente et qui a un très bon rendement. Par contre, il faut juste se rappeler qu'il y a certains endroits où on va déboiser pour mettre du bois dans les alambics. Donc, il faut toujours essayer de réfléchir quand même un petit peu à tout ce que ça implique en amont, en aval. Et c'est vrai qu'un des conseils que je donne, c'est rappelez-vous que la phytothérapie marche souvent très bien dans beaucoup d'indications. On n'a pas toujours besoin des huiles essentielles. Et en fait, moi, elles ont finalement une place assez marginale dans ma pratique. Je les utilise quand je n'ai pas trouvé de solution avec d'autres extraits qui sont beaucoup moins consommateurs. Et en fait, c'est très rare qu'on ne trouve pas d'autres solutions. Mais j'utilise encore des huiles essentielles, en particulier
pour certains problèmes digestifs et pour des problèmes cutanés. Mais j'en utilise assez peu. Et souvent, en plus, à très faible dose, parce que n'oubliez pas de bien les diluer. Ça ne sert à rien de mettre des huiles essentielles pures. Ça crée que des problèmes. Est-ce que la médecine conventionnelle, entre guillemets, est-ce qu'elle participe aussi à ce pillage des ressources naturelles? Alors oui, on a plusieurs cas. On avait l'époque du Taxol, qui est un anticancéreux qui est extrait de l'if. Et en fait, c'était une extraction pour laquelle il fallait sacrifier l'arbre. Et comme il y a une demande phénoménale sur le Taxol, il y a très vite eu un problème de ressources. Et là-dessus, les Français, pour le coup, ont inventé le Taxoter, qui est une hémisynthèse à partir de molécules qu'on a extraites de déchets de coupe. Et ça a réglé le problème de la ressource. Puis actuellement, on a des problèmes de toxicité avec le Taxoter. On est en train de revenir au Taxol, mais on ne sait pas trop comment on va gérer au niveau de la ressource. Puis vous avez un autre exemple qui est assez pathétique, qui est celui de la galantamine. Vous aviez des médicaments anti-Alzheimer, dont je tairai le nom commercial, qui sont basés sur, qui sont composés de galantamine. Et la galantamine est extraite du perce-neige, qui s'appelle Galanthus. Et on a pillé absolument toutes les ressources en perce-neige et dans d'autres plantes assez proches qui en contiennent pour un anti-Alzheimer dont il s'est avéré finalement qu'il n'est pas efficace et il a d'ailleurs été déremboursé. Donc, voilà, quand on est encore sur des extractions et qu'on a besoin de sacrifier la plante, oui, la médecine peut contribuer au pillage. Après, on est de plus en plus sur des hémisynthèses ou des synthèses complètes. Et c'est vrai qu'une grande partie de la pharmacopée de la médecine conventionnelle est d'origine végétale, à peu près 65-67% sur les dernières estimations. Mais souvent, par exemple, ce sont des hormones où on va extraire un noyau et ensuite on va synthétiser et c'est extrait d'un yam qui est super facile à faire pousser. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous me parlez chinois, là, j'ai pas compris. C'est quoi? Je pense que je suis pas la seule. Le yam, c'est un Dioscorea et on extrait en fait une molécule qu'après on peut trafiquer au laboratoire et en faire à peu près ce qu'on veut comme hormone. C'est un noyau stéroïde et on fait ce qu'on veut derrière. Et ça, c'est une plante cultivée et typiquement, ça pose pas de problème. Donc, c'est pas systématique. Et les deux exemples que je vous ai donnés, c'est en fait, on va aller soit couper un arbre, soit piller une ressource sauvage, parce que faire pousser des perce-neige, c'est pas très rentable. D'accord. Mais alors, rassurez-nous quand même. Est-ce qu'on peut encore se soigner autrement que par la médecine conventionnelle? Est-ce qu'on va pouvoir encore se soigner dans les années ou les décennies qui vont arriver voilà, enfin, c'est un petit peu inquiétant quand même ce constat. Alors, pour la médecine conventionnelle, vous avez quand même une grande partie de la pharmacopée qui est liée, par exemple, tous les opiacés, c'est de la culture de pavot, c'est super simple à faire, il n'y a pas de problème. Voilà. En fait, les deux cas d'école que je vous ai donnés avec le Taxol et la galantamine, c'est des cas d'école, c'est quand même assez peu fréquent finalement. La plupart du temps, c'est des productions un peu intensives, on a les extraits qu'on veut, il n'y a pas de souci pour la médecine conventionnelle. Après, pour la phytothérapie, justement, tout le travail, c'est de reconfigurer nos pratiques pour utiliser les plantes qui ne posent pas de problème. Puis alors, moi, l'idée, c'est de ne culpabiliser personne. Moi-même, j'ai fait plein de bêtises parce que j'étais juste pas au courant. Alors maintenant que j'arrive à comprendre un petit peu ce qui se passe, on a vraiment besoin d'avoir d'abord plus de données parce que ça change aussi avec le temps. Et on a besoin d'avoir des plantes traçables. On a besoin, c'est un petit peu comme l'alimentation, c'est quand même mieux quand on a des circuits courts et traçables que quand on a des trucs, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quel circuit ça a fait, comment ça a été préparé. Là, vous avez quand même plus de chances d'avoir ni la qualité, ni l'environnement, ni le respect du cueilleur. Donc oui, bien sûr, on peut faire une phytothérapie de qualité, mais ça veut dire qu'il faut qu'on change un petit peu nos pratiques à tous les niveaux. Une question qui s'affiche, je pense que vous la voyez aussi, de la part d'Andrea. Quelles sont pour vous les plantes phares françaises ? Alors moi, j'ai des plantes que j'appellerais mes chouchous plutôt que des plantes phares. Après, on a tous des habitudes un petit peu différentes. Mais par exemple, j'adore la grille-paume, qui est une plante complètement oubliée, qu'on va utiliser un petit peu comme l'aubépine pour tout ce qui est palpitation. C'est une sédative, elle apaise, ça va marcher dans les douleurs de règles. Alors, c'est une plante qui pousse très facilement, qui est extrêmement facile à cultiver, qui en plus est très, très prolifique et qui, moi, je trouve super efficace. Donc, je la cite d'ailleurs, bien sûr, dans le livre. Après, en France, j'ai cité le cassis, qui est une plante extrêmement intéressante, avec laquelle on peut faire plein de choses. Le romarin,
Voilà, si vous voulez faire de la dépuration hépatique, faites des tisanes de romarin. C'est pas la peine d'aller chercher plus compliqué. Ça marche très, très bien. On a le chardon-marie, qui est plutôt une mauvaise herbe et dont les graines ont des propriétés hépatiques aussi majeures. Le gâtillier, moi je suis folle du gâtillier qui est, j'en ai vu encore aujourd'hui, qui est un arbuste qui est utilisé dans des problèmes hormonaux et qui est extrêmement efficace. En fait, moi je me suis rendu compte que je travaillais avec 30 à 50 plantes et que j'arrivais déjà à résoudre un certain nombre de problèmes avec ça. Et effectivement, on a plein de plantes en France qui font tout le spectre de la phytothérapie. Une autre question de Sabine. Quelles sont vos tisanes préférées? Alors, au goût Alors, il y en a une que j'aime beaucoup utiliser, mais elle a un goût infect, c'est l'absinthe. C'est carrément infect. Voilà, il faut prévenir les gens. C'est d'une amertume exceptionnelle. Par contre, c'est redoutablement efficace. Donc ça, je vais l'utiliser dans beaucoup, enfin, comme antiparasitaire, mais on peut l'utiliser jusque dans la maladie de Crohn, par exemple. Mais le goût est particulièrement épouvantable. Alors, le problème, c'est qu'en France, on n'arrive pas à le trouver en poudre. On le trouve en poudre en Allemagne, mais pas en France. Après, au goût, bon, moi, j'aime beaucoup la gentiane, qui est aussi très amère, et en décoction, c'est tout à fait efficace. Et j'aime beaucoup, dans les armoises, justement, un peu plus faciles à consommer, vous avez l'aurone, l'arquebuse, qui est l'armoise citron, qui est très bonne au goût et qui est très efficace sur les problèmes digestifs. Voilà, puis après, j'aime beaucoup aussi toutes les graines anisées, ce qu'on appelle les graines chaudes, qu'on peut faire en décoction ou croquer à la fin des repas. Voilà, j'en ai un certain nombre et j'en consomme beaucoup. Parce que ça, je trouve que c'est facile à faire, ça ne consomme pas beaucoup de ressources. En plus, j'en ai plein dans mon jardin qui poussent, j'ai plus qu'à les ramasser. La menthe, tout simplement. Les menthes. Mais au-delà de ce que vous dites aussi dans votre livre, au-delà de la phytothérapie, dans la façon de se soigner, il y a peut-être aussi des choses à changer dans nos comportements, notamment en termes de prévention, en termes de nutrition. Vous avez tout un chapitre qui est consacré à ça. Est-ce que vous pouvez aussi aborder ce point? Alors, j'appelle même ça les préalables. En fait, on devrait parler de ça avant de parler de n'importe quoi d'autre. Dans la plupart des médecines traditionnelles, on commence par vous donner des conseils de comportement. Par exemple, la médecine tibétaine, on va vous dire, oh là là, vous êtes trop en colère, ou vous êtes trop dans le désir, ou vous êtes, on est toujours trop dans quelque chose, ou pas assez dans autre chose. Et puis, on va vous donner des conseils donc, de comportement, de méditation, on va vous donner des conseils alimentaires. Et pendant des années, j'ai fait de la phytothérapie seule et j'avais des résultats. Mais à partir du moment où je fais de la phytothérapie avec la nutrition, là, j'ai eu beaucoup de résultats. Et j'ai eu des résultats beaucoup plus impressionnants. Donc maintenant, je combine la phytothérapie et la nutrition. Et bien sûr, je vais interroger systématiquement les gens sur leur émotionnel, leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Après, ils me racontent ce qu'ils veulent, s'ils trouvent du sens à leur existence. On va travailler sur les grands axes qui sont la nutrition, que je mettrai vraiment en premier. Et puis ensuite, je mettrai peut-être l'état émotionnel. Vous avez des maladies où tant qu'on n'a pas réglé certains états émotionnels, il n'y a rien qui bouge. Le sommeil, l'activité physique, et puis le sens qu'on va donner à la vie. Actuellement, on a beaucoup de gens qui sont en souffrance au travail aussi. Si on arrive à régler ça, souvent, ça va beaucoup mieux. C'est pas toujours facile. Donc voilà, c'est que chacun s'interroge sur tous ses préalables, voit ce qu'il peut faire. On ne peut pas toujours tout faire ou pas toujours tout faire tout de suite. Et ensuite, on fait ce qu'on peut et les plantes peuvent éventuellement accompagner une fois qu'on a posé ses préalables. Et là, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant. Très bien, merci. Je pense que c'est difficile parce que le sujet est tellement vaste, c'est difficile de parler de tout. Ce que je veux juste rappeler, voilà, c'est que dans votre livre, il y a tout effectivement cet état des lieux sur l'état de la ressource, sur les alternatives. Et puis, donc, vous traitez aussi abondamment donc des bases, ce que vous appelez les bases, donc le concept d'auto-guérison, l'alimentation, enfin tout ce que vous venez de nous dire. Et il y a enfin toute une partie où vous passez toutes les pathologies, enfin pas toutes, mais un certain nombre de pathologies en revue, et pour lesquelles vous citez effectivement les plantes à privilégier, au-delà des mesures d'hygiène, au-delà des mesures nutritionnelles, etc. Les plantes qui sont à privilégier et qui sont compatibles avec une façon de se soigner respectueuse de l'environnement. Oui. Donc, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans votre livre. Et voilà, en fait,
La façon de l'utiliser, je pense, c'est de dire, bon, j'ai tel problème, j'avais l'habitude de me soigner jusqu'à présent avec telle plante. Eh bien, quelles sont les plantes alternatives que me propose Aline Mercant? Oui, moi, je souhaitais à la fois que les gens comprennent ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a ce problème, parce qu'on est, voilà, une fois qu'on a compris la logique, c'est quand même mieux. Et puis derrière, proposer des solutions, parce que le but n'est pas ni de désespérer, ni de culpabiliser les gens, mais qu'on essaye tous de trouver des solutions ensemble. Et il y en a. Il y en a, effectivement. On peut les trouver donc dans ce livre et c'est quand même assez rassurant au bout du compte. Aline, je vous remercie. Je pense que bon, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Attendez, il y a une dernière question qui arrive, donc on ne va pas la rater, sur l'installation des producteurs. Peut-être que Christine, tu peux développer un petit peu. Oui, donc il y a 2 questions du coup qui viennent d'arriver. Donc c'est comment favoriser la production française en fait, comment aider à l'installation des producteurs? Est-ce qu'il ne faudrait pas des politiques d'envergure pour aider notamment à l'accès aux terres? Et du coup, je vous dis l'autre question en même temps. Pensez-vous qu'on puisse, comme en Allemagne, voir un jour les médecins généralistes et les naturopathes travailler ensemble? Ou est-ce un rêve inatteignable? En Allemagne, vous avez des naturopathes qui s'appellent des Heilpraktiker et qui ont une solide formation. Je ne veux pas critiquer les formations françaises, mais ça n'a quand même rien à voir au niveau du contenu. Et d'ailleurs, les formations sont supervisées par la faculté de médecine. Et donc, on parle quand même le même langage, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà, avec les naturopathes, parfois, il y a de très bons naturopathes en France, hein, mais il y a des écoles qui enseignent pas du tout les mêmes choses. Et voilà, moi, demain, je dialogue avec tous les heilpraktikers que vous voulez sans aucun problème. Il faudrait juste qu'on en ait en France. Et donc, il faudrait une formation qui ressemble à celle-là. Et pour l'installation des producteurs, c'est un énorme problème. Il y a quand même beaucoup d'initiatives actuellement. Par exemple, sur les Hautes-Alpes, que je connais bien, il y a toute une expertise qui est en train de se faire pour essayer d'identifier les besoins et pour essayer de favoriser l'installation de jeunes, justement. Et c'est vrai que les gens lâchent pas la terre facilement. On a besoin de petites surfaces, normalement, en plantes médicinales. C'est pas des grosses surfaces. Mais c'est vrai que ça reste un problème. Et dans le projet de loi de Joël Labbé, il y a vraiment l'idée d'aller valoriser des filières françaises courtes. Donc, on espère que ça va drainer derrière et stimuler le ministère de l'Agriculture. Merci. Est-ce que le mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'aurions pas dit, sur lequel vous avez envie de terminer? Juste que, effectivement, comme il y a des solutions, il ne faut pas du tout désespérer. Et voilà, je sais qu'il y a plein de thérapeutes et qu'il y a plein de gens qui sont en train de se sensibiliser là-dessus. Et j'espère qu'on va arriver à peut-être créer, pourquoi pas, un label ou voilà, à pouvoir avancer ensemble dans plus de connaissances et plus d'usages respectueux. En tout cas, c'est un sujet, il me semble, dont on parle de plus en plus. On voit des articles dans la presse, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça devient quand même vraiment, ça vient un peu sur le devant de la scène. Un peu, peut-être pas encore suffisamment, mais néanmoins. Oui, mais on sait qu'il faut que ça vienne un peu et que ça bascule pour qu'après tout le monde en parle et qu'il se passe vraiment quelque chose. Ouais. Et je remercie toutes les personnes qui ont écouté et posé des questions. Merci beaucoup, merci à vous, merci effectivement à tous nos auditeurs. Et puis, à bientôt pour un prochain live. Et puis voilà, j'encourage tout le monde donc à se documenter sur la question et à considérer sa pharmacie peut-être avec un autre regard. Bonsoir. Bonsoir à tous.